Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui je reçois une des stand-upeuses que je préfère, qui me fait le plus rire. Je reçois Tania Dutel. Comment ça va ? Eh ben écoute, ça va, merci pour cette intro. Est-ce que c'est quelque chose que tu dis à tout le monde à chaque fois ? Alors là, non, vraiment pas, je crois que c'est... Mais après, dans les humoristes féminines que j'ai reçues, j'ai eu Virginie Fortin. Ah bah t'as quand même eu Virginie Fortin, oui. Tu es dans mon top 5, clairement, d'humoristes préférés, donc je n'ai pas menti dans mon intro. Virginie Fortin, elle est incroyable. Ah, on est d'accord. Tu as vu son spectacle ? Oui, j'ai vu son spectacle complet. Elle est venue le jouer au Kings à Bruxelles. J'étais au premier rang en train de pleurer, de rire. Moi, je l'ai vu aussi à la Nouvelle Scène à Paris il y a presque 2 ans maintenant. Et quand on est sortis, je lui ai dit « Je suis jalouse de ton spectacle. Il est incroyable. » Est-ce qu'elle t'a vu jouer ? Elle m'a pas vu en spectacle puisque là, elle était en représentation en Europe. Donc, elle courait un petit peu partout. Elle m'a juste vue en gala à Montréal, quoi. Et là, je devais faire un festival qu'elle co-organise avec Guillaume Wagner à Montréal au mois de mai. Et à cause du coronavirus, je n'y suis pas allée. Ouais, le docteur Mobilo Aquafest. C'est ça, j'étais programmée dessus, ouais. Ouais, j'avais vu ça. Je crois que t'es d'ailleurs la seule française qui était programmée, ou je me trompe ? Ouais, je crois. Je crois que cette année, j'étais la seule française, ouais. Sympa. Bon, en tout cas, merci d'avoir accepté de faire le podcast. Eh bien, avec plaisir. Je sais pas si c'est quelque chose que tu aimes, les podcasts, si tu en consommes toi-même ou... Eh ben, pas vraiment, mais à chaque fois, je me dis qu'il faut que je m'y mette parce que j'aime bien ça. Mais c'est vrai que, en fait, à chaque fois que je commence à en écouter, parce que j'en ai déjà écouté, il faut vraiment que je sois concentrée sur ça parce qu'il y en a qui me disent qu'ils en écoutent en faisant du ménage ou en faisant autre chose, mais moi clairement si je fais du ménage en même temps que j'écoute mon podcast, je suis pas concentrée, j'entends pas ce qu'ils disent. Donc c'est ça, c'est que quand je les écoute, il faut que je fasse rien d'autre et comme j'ai quand même pas mal de taf, j'en écoute pas, mais il y en a tellement qui sont intéressants à écouter, faut que je m'y mette. Moi je trouve que le meilleur pour écouter les podcasts, c'est en voiture quand t'as un long trajet, t'as pas tout seul en fait. Eh oui, mais parce que toi tu es belge, tu habites en Belgique, donc tu as une voiture. Moi j'habite à Paris, je n'ai pas de voiture. Et dans le métro, des fois j'essaie d'en écouter, mais il y a tellement de bruit dans le métro que t'es obligé de te mettre le son à fond dans les oreilles et donc c'est pas hyper agréable. Ok, ouais. Bah si tu as, je sais pas, un voyage ou quelque chose comme ça, c'est l'occasion. Mais ici, je sais pas si j'ai le droit de le dire et si j'ai pas le droit, je couperai, mais t'as fait un bon moment avec Kian Kojandi ? Oui, tu peux le dire. Ouais, on a fait un bon moment, mais je sais pas quand ça va être diffusé. Ok. Et ça s'est bien passé ? Ouais, ça s'est très bien passé, ouais. Cool. Tu passes d'un bon moment à mon podcast, je suis flatté. J'ai une première question pour toi qui est un petit peu bateau, mais comment est-ce que tu as vécu ton confinement ? J'avais l'impression que la vie s'arrêtait, que j'allais plus jamais remonter sur scène, donc ça a été compliqué. C'est une période où j'aurais pu en profiter pour écrire beaucoup puisque je n'avais rien d'autre à faire. Et en fait, je n'ai quasiment pas écrit. Je pensais être la seule au monde. J'ai appelé quasiment tous mes potes humoristes qui n'arrivaient pas à écrire non plus parce qu'on vivait rien et que souvent quand on écrit, c'est qu'on a vécu des choses qu'on veut raconter. Et souvent aussi, quand on écrit, on aime bien aller le tester en comédie club très rapidement. Et là, il y avait rien d'ouvert, donc ça a été un peu difficile en fait. J'ai essayé de faire d'autres trucs, mais ouais, j'avoue que j'avais vraiment l'impression que c'était la fin de la vie, quoi, et qu'on allait jamais reprendre. Ok, donc tu l'as bien vécu. Je l'ai hyper bien vécu. Oui, je vois ça. Mais oui, c'était super dur d'écrire pendant cette période-là. Dès que tu pensais à quelque chose, il y avait le coronavirus qui rentrait dans ta tête et après, tu ne pensais plus qu'à ça. C'est ça. Les scènes, est-ce qu'elles ont repris pour toi ? Oui, moi j'ai repris le 22 juin, en fait, c'était la date à laquelle on pouvait rouvrir les salles de spectacle en France, sauf que à cause des distanciations sociales, on pouvait pas faire rentrer beaucoup de gens dans les salles, donc ça coûtait beaucoup trop cher aux salles. Mais ce jour-là, ils ont décidé de rouvrir juste pour la soirée. Donc j'ai joué à l'Européen et au Point Virgule. Ensuite, les salles ont refermé. Et puis, les bruits que tu entends derrière, c'est le chien qui vient de se lever et qui va boire de l'eau. Puis donc ça a refermé et les distanciations sociales, les mesures sont passées à 70% de remplissage, donc j'ai pu reprendre mon spectacle le 11 juillet avec un peu des comédie clubs qui ont fermé en août et là ça y est, c'est la rentrée, donc je joue, là ça y est, je rejoue un peu partout. Ah cool. On aura l'occasion de parler de ce spectacle plus largement, mais dans le podcast, ce que j'aime bien commencer par faire, c'est remonter le temps et savoir un peu comment était Tania quand elle était petite. Est-ce qu'elle était déjà une comique ou pas trop ? Et bah Tania, comme
elle était en surpoids, pas mal en surpoids, et que les autres enfants étaient pas très sympas avec elle. Bienvenue au club, pareil. Ah bah voilà, donc tu sais. Eh bien, j'étais un peu obligée d'être drôle pour que les autres m'aiment bien. Donc ouais, j'ai toujours été drôle. Voilà, je faisais des blagues, comme ça les gens m'aimaient bien et j'étais contente. Ah, j'ai l'impression de m'entendre au féminin, c'est... Et oui, mais ça, j'ai remarqué, hein, il y a beaucoup de gens qui étaient dans ce cas-là, qui étaient plutôt drôles pour s'en sortir, quoi. C'était le moyen de protection nécessaire. C'est ça. Tu fais des blagues sur ton physique pour que les autres ne le fassent pas. C'est vraiment ça. Mais du coup, après, je sais pas si t'as eu cette tendance-là, mais c'est à te déprécier beaucoup, du coup. Bien sûr, ouais. Ok, bah vraiment le même club alors. Ouais. Ah, on démarre sur du positif directement. C'est ça. Est-ce que à la maison t'étais aussi une comique? Non, pas trop. Hein. Non, c'était surtout à l'école. Et est-ce que tu regardais déjà des humoristes et des comédies beaucoup ou pas plus que ça? Bah quand j'étais petite, pas trop. Bon, il y avait pas beaucoup de spectacles en même temps qui passaient à la télé, c'était pas comme aujourd'hui. Ceux que je regardais, c'était un peu comme tout le monde, les inconnus quoi. Après les Robin des Bois, j'en ai beaucoup entendu parler, mais encore fallait-il avoir Canal+. Moi quand j'étais petite, on avait que les 3 chaînes, on avait que la 1, 2, 3. Donc clairement Canal+, on l'avait pas, donc bah je les connaissais pas, je les ai connus tard. Donc ouais, moi c'était les inconnus avec un peu aussi Lycée Moon et les petites annonces qu'ils faisaient. Oui, clairement. Ok. J'ai vu que tu avais commencé à faire du théâtre quand tu avais 7 ans. Ouais. Est-ce que c'était une envie de ta part ou on t'y a inscrit et tu as aimé ça? En fait, c'était une copine de classe qui s'appelle Faustine, avec qui je ne suis plus du tout en contact aujourd'hui d'ailleurs, qui faisait du théâtre et qui m'avait dit bah vas-y, viens en faire aussi. Et en fait, j'avais demandé à mes parents et ils m'avaient inscrit l'année d'après. Ok. Et ça t'a plu directement? Ouais, j'ai beaucoup aimé. Ouais, c'était vraiment très chouette, mais j'ai pas continué l'année d'après, je sais pas pourquoi. Alors que j'avais vraiment adoré. Mais après, j'ai repris au collège. Je faisais du latin et la prof de latin, c'était super parce qu'elle faisait une année sur 2 une pièce de théâtre avec les élèves qui faisaient du latin et en fait, c'est nous qui écrivions la pièce. Ok. Et est-ce que t'as déjà voulu faire de l'improvisation, par exemple? Oui, et j'en ai fait, je crois, en 2015-2016. J'étais avec une troupe d'improvisation féminine. Dans les entraînements, j'improvisais avec elle. Et après, quand on était en spectacle, je les présentais. J'étais la MC du groupe et on était partis faire Avignon d'ailleurs en 2016. Après le lycée, t'as fait des études de ce que vous appelez vous un BTS? J'ai fait 1 an en école de commerce avant à Lyon. C'était une école franco-américaine où j'avais tous mes cours en anglais. Et j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que ce qu'ils vendaient n'était pas ce qui se passait dans la vie. Je suis montée à Paris, j'ai fait un BTS audiovisuel. Ouais, un BTS, c'est un diplôme qu'on passe en 2 ans. C'est brevet de technicien supérieur. Et c'était dans le but de faire quoi En fait, ce BTS audiovisuel-là, t'as plusieurs options qui fait que l'option va devenir ta spécialisation. Moi, j'étais en production. Sinon, t'avais image pour ceux qui faisaient du cadrage, t'avais du son, t'avais du montage. Moi, j'étais en prod. Et en fait, après, je voulais tenter les écoles de cinéma pour faire de la réalisation. En fin de compte, je me suis arrêtée tout de suite après le BTS parce que j'avais pas envie de continuer les études. J'ai toujours adoré l'école, mais c'était un problème financier. Comme ma famille était pas à Paris, qu'il fallait que je paye mon loyer, tout ça. Si j'allais dans une école de cinéma, parce que mon BTS, je l'ai fait en alternance pour pouvoir avoir de l'argent pour payer mon loyer, pour payer la bouffe, tout ça. Après, les écoles de cinéma, si tu prends un taf à côté, t'as pas du tout le temps de bosser tes cours. Donc c'est à cause de l'argent principalement que j'ai pas continué mes études. Qu'est-ce que t'as fait alors une fois que tu as arrêté tes études? Et bah je suis rentrée dans ma région. J'étais pas hyper heureuse de ça et au final, 1 mois après, l'école dans laquelle j'ai travaillé m'a appelée pour me proposer un boulot dans cette école et je l'ai accepté. Donc je suis retournée à Paris 2 mois après. J'ai bossé dans cette école pendant 3 ans et demi. Mon but c'était pas de faire ce travail-là. Mon but c'était de continuer à jouer à côté parce que dès que je suis arrivée à Paris, j'ai commencé à monter sur scène au bout de 2 mois. Et donc voilà, j'ai pris ce job. Pour moi, c'était un job alimentaire et comme ça, je pouvais payer mon loyer, je pouvais payer tout ce que je voulais. Et à côté, je jouais tous les soirs. Tous les soirs directement dès le début? Mais déjà quand j'étais en BTS, je devais avoir 2 soirs par semaine où je jouais pas. Mais ouais, l'école, j'étais soit au taf, soit à l'école. Et
la journée, pardon, j'étais soit au taf, soit à l'école, je sais plus ce que j'ai dit. Et le soir, je jouais. Ok, mais si j'ai bien fait mes recherches, je crois que c'est après avoir vu le spectacle de Mustapha El Atrassi que tu t'es dit je veux faire de la scène, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui t'a attiré? Qu'est-ce qui a fait que ce spectacle-là en particulier a été un déclencheur pour toi? En fait, moi, j'ai toujours voulu jouer, mais j'étais pas hyper attirée par le théâtre classique. Et en fait, c'est quand je suis allée voir son spectacle que j'ai dit, en fait, c'est ça que je veux faire sur scène. Donc, je savais que je voulais jouer, et là, en le voyant, ça m'a dit quoi exactement. Mais donc, tu vas voir un spectacle de vraiment, c'est du stand-up pur. Ouais. Et toi, tu te dis, je vais faire de l'absurde. C'est pas ce que je me suis dit, c'est ce qui me faisait rire. En fait, je sais qu'il y en a, ils vont écouter beaucoup d'humoristes pour essayer de prendre un peu des inspirations. Moi, j'ai jamais fonctionné comme ça. Je fais ce que j'ai envie de faire. Et même souvent dans la vie, je suis vraiment beaucoup dans l'ironie. Et l'absurde, c'est très ironique. Donc voilà, j'ai juste fait ce que j'avais envie de faire. Donc l'absurde, mais tu faisais quel style d'absurde? C'était, on va dire que c'est en gros, c'était dans la veine de Ben ou Arnaud de sa mère. Ok. Est-ce que ça marchait bien pour toi sur scène? Alors, c'est très étrange parce que mes passages de 5 minutes marchaient très bien sur scène. Dès que j'ai eu un spectacle d'1 heure, c'était catastrophique. Ça marchait pas du tout. Enfin, ça marchait, mais c'était pas incroyable. Ok. Et tu penses qu'il manquait quoi? Franchement, je sais pas, parce que je me suis pas trop... Je le jouais dans des petites salles, quoi. J'ai jamais essayé de le faire de façon très professionnelle, celui-là, de spectacle. Donc, j'ai jamais essayé de pousser plus loin, quoi. Tu l'as joué pendant 1 an et demi, ce spectacle-là, ou plus longtemps? Je me rappelle pas. Je me rappelle pas parce que c'était de façon très découpée, en plus. C'était pas sur des longues périodes, forcément. Plus longtemps que je l'ai joué, ça a été au Paname. Je le jouais les mardis soirs à 20h, mais je sais plus combien de temps ça a duré. Sinon, avant, je jouais dans des petits théâtres, donc je me rappelle pas. Pas de souci. Mais qu'est-ce qui t'a fait faire le switch vers le stand-up? Eh bien, j'ai arrêté de jouer ce spectacle en novembre 2015, et en fait, je jouais beaucoup au Paname à cette époque-là. Je parlais beaucoup avec Kader Aoun, qui m'avait dit que dans la vie, j'étais une des personnes qui le faisait plus rire, et que sur scène, comme je faisais de l'absurde, pas du stand-up avec des punchlines, il reconnaissait pas cette partie de moi, donc déjà j'y ai pensé, et en plus, je me suis rendu compte de plein de trucs que je vivais dans pas mal de comédie clubs qui étaient hyper misogynes. Et en fait, je sais pas, j'ai eu un déclic du jour au lendemain. J'ai commencé à faire du stand-up où j'écrivais des blagues principalement sur le sexisme ou les choses comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Quand tu dis que t'as été face à pas mal de misogynie, c'était dans ce que t'entendais sur scène ou dans ce que tu avais par rapport à toi qui montait sur scène? C'était dans ce que je vivais sur scène par rapport... je voyais que selon ma tenue, les gens ils me regardaient pas du tout de la même façon. Il y en avait qui jugeaient beaucoup. J'en ai parlé avec pas mal de femmes humoristes qui se sentaient aussi jugées selon leur tenue quand elles montaient sur scène, si elles avaient du rouge à lèvres, si elles avaient des talons. Et bon, c'est vrai qu'il y a eu une grande partie de ma vie où je montais sur scène, où je venais limite débrailler pour pas qu'on me juge et juste qu'on écoute ce que je disais. Et il y avait aussi ce que je vivais dans les coulisses avec d'autres humoristes. Voilà, c'était un peu une accumulation. Et est-ce que tu trouves que ça s'est amélioré au fur et à mesure des années, ou tu trouves que c'est toujours bien ancré, cette misogynie qu'ont les humoristes femmes sur scène et dans les coulisses? Non, je trouve que ça s'est amélioré, c'est mieux aujourd'hui. Après, ce qui est compliqué, c'est que peut-être qu'une humoriste qui commence aujourd'hui et qui se sent pas encore à l'aise dans le milieu pourrait ressentir ça. Donc je suis pas sûre que les hommes humoristes nous traitent toutes de la même façon. En même temps, je pense que c'est pareil pour les hommes humoristes qui viennent de commencer. Donc je sais pas s'il y a un truc lié au sexisme par rapport à ça, je sais pas. En revanche, la façon dont j'étais traitée parfois, notamment un gars qui faisait la programmation d'un comédie club qui est venu poser sa bite sur mon épaule, il l'aurait pas fait à un gars par exemple. Donc bah oui, j'avais une blague sur ça qui est dans mon Netflix. Les gens souvent croient que ce que je raconte sur scène est faux, donc ils font pas attention, mais il était habillé, il avait un pantalon, mais il est venu, il a fait comme s'il me posait sa bite et ses boules sur mon épaule, et genre tous les gars autour étaient morts de rire. Bon voilà, c'est le genre de truc comme ça qu'on vit, quoi. D'office, je ressentais vraiment que tout ce que tu racontais sur scène c'était du vécu, mais celle-là, j'ai pas réécouté ici ton passage sur Netflix avant de faire le podcast, que j'aurais dû faire, mais Non, t'inquiète. Je crois que c'est la seule vidéo que je n'ai pas regardée avant, parce que je me suis dit je l'ai vue 3 fois, c'est bon, je l'ai encore en tête, mais non, pas encore assez pour me rappeler de toutes les vannes. Mais ok, ouais, chaud. Je sais pas comment réagir à cette information. Oh, t'inquiète.
Mais donc, tu te lances du jour au lendemain dans le stand-up et en 3 mois, t'écris un spectacle. Eh bien, en fait, j'avais une date calée au mois de mai, enfin même 3 dates à Marseille pour mon ancien spectacle, mais je ne voulais plus jouer mon ancien spectacle. Donc, on était en janvier et je me suis dit, ok, donc j'ai jusqu'au mois de mai pour écrire un spectacle, sauf que je voulais pas avoir terminé de l'écrire une semaine avant. Et donc, en fait, je me suis fait tout un programme pour me dire à combien de temps il fallait que j'en sois chaque semaine. J'avais demandé à Karim, le patron du Paname, un créneau qui existait pas à ce moment-là, je crois que c'était les samedis à 17h, où tous les samedis je jouais 20 minutes, donc toute ma semaine je bossais pour écrire 20 minutes. J'invitais 2 ou 3 autres humoristes qui faisaient des 5-10 minutes avec moi pour que ça fasse 1 heure de spectacle. Et donc je l'ai monté comme ça pendant 3 mois et demi. Et après du coup il me restait plus qu'à finir de roder les petits passages quoi. Et comment s'est passé du coup la date de ton spectacle cette fois-ci en stand-up? Et bah c'était super, donc je suis arrivée à Marseille et j'avais très peur parce que c'est vrai que les gens avaient pas encore trop l'habitude de voir du stand-up où il y a pas forcément de fil conducteur, pas d'histoire, parce que moi je passe d'un thème à l'autre sans transition, parce qu'il y en a ils veulent des transitions, tu sors d'un spectacle, tu te rappelles pas des transitions, on s'en fout des transitions, ça sert à rien une transition dans la vie en fait, ça sert à rien. Donc je passais vraiment d'un sujet à un autre sans transition, ça se faisait pas encore trop à ce moment-là, je sais même pas si ça se faisait vraiment en spectacle, et donc j'avais très peur de ça, et au final mon spectacle a été très bien reçu. Ah bah génial. Ouais. Quel pourcentage de ce spectacle-là est encore dans le spectacle actuel? Il doit rester 2% parce que je réécris tout le temps. Bah déjà entre l'écriture de ce spectacle et Netflix, il avait dû changer à 50-60%. Après j'ai tourné pour Netflix, donc j'ai dû renouveler les passages de Netflix dans mon spectacle. Il reste 2 trucs de Netflix dans mon spectacle parce que pour l'instant je trouve que ça va bien dans mon spectacle, mais il faudrait que je les enlève à terme. Mais en fait je renouvelle très souvent. C'est aussi pour ça que j'ai pas d'histoire ou de fil conducteur, c'est parce que des fois je me lasse de jouer des sujets, donc je les enlève et je les remplace par un autre. Mais donc le spectacle est continuellement modifié. Quelqu'un qui vient le voir en 2019 et vient le voir en 2020, ce sera pas le même spectacle quoi. Ce sera pas le même, puisque déjà entre septembre et décembre j'avais changé 20 minutes l'année dernière. Ok, donc on peut voir ton spectacle tous les ans et être à chaque fois surpris. Ouais, je pense que d'une année sur l'autre, je change je dois changer à peu près 30 minutes. Mais là, j'aimerais quand même bien le fixer parce que c'est éprouvant aussi de devoir tout le temps changer des sujets. Mais bon, le truc, c'est que tous les ans, j'ai des captations. Tu vois, je refais Montreux cette année, donc quand je sors des trucs dans Montreux, j'essaye de pas trop les garder dans le spectacle. Mais en même temps, la plupart des humoristes, quand ils captent quelque chose, ils le gardent. Donc il faut que j'arrête de me dire que les gens l'auront déjà vu une fois et qu'ils vont pas vouloir le revoir, parce que en même temps un chanteur quand il fait des concerts c'est pas des nouvelles chansons hein. Les gens connaissent tous les chansons qu'il va interpréter. Puis c'est vrai que par exemple mon passage de l'esthéticienne que j'ai dû jouer 15 000 fois dans ma vie parce que je le joue aussi tout le temps en plateau, j'ai arrêté de le faire dans mon spectacle, mais quand je fais des dates de tournée je le rejoue et là je suis contente de le jouer parce que je le joue pas souvent et je vois que les gens sont aussi contents de l'entendre, alors que je pense qu'ils l'ont tous entendu ceux qui viennent me voir, parce que souvent même s'ils te connaissent pas ils vont regarder sur internet et je crois que c'est la première vidéo qui sort, donc normalement si les gens viennent me voir en spectacle ils ont au moins vu ce passage. Mais si ça peut te rassurer, moi ton passage par exemple à Montreux que tu as fait, je pense que c'est le sketch de l'esthéticienne, la première fois que tu as fait Montreux, je l'ai regardé quand il est sorti, je l'ai regardé à mon avis encore 2 ou 3 fois après et je l'ai regardé aujourd'hui et j'ai encore ri, donc pas trop d'inquiétude à se faire, tu vois. Et en plus il est aussi sur Netflix celui-là, et il y a des blagues qui ont changé et dans la dernière version il y avait encore des trucs qui ont changé. En fait c'est ça, c'est aussi les textes ils évoluent même quand on les capte. Ce que j'ai capté pour Montreux l'année dernière, je l'ai fait évoluer encore le texte. Mais est-ce que t'as pas envie parfois de figer celui-là, de l'arrêter et d'en faire un nouveau? Si, mais des fois il y a des trucs qui te viennent par exemple en improvisation sur scène et tu vois que ça marche donc tu les gardes. C'est pas que t'as forcément voulu changer quelque chose, c'est que ça te vient quand tu le joues. Est-ce que ton style d'humour que tu l'as eu directement ou ça t'a pris du temps à trouver ton personnage sur scène, à trouver comment tu allais à écrire et tout ça? Bah c'est pas un personnage sur scène, c'est moi. Par personnage sur scène je veux dire tu es toi, mais ta façon de t'exprimer et tout ça est peut-être un petit peu différente que dans la vie courante, tu vois ce que je veux dire? Pas tellement. Je pense que depuis le début que je fais du stand-up par rapport aujourd'hui ça a évolué, mais parce que moi aussi je change dans la vie, donc il y a des jours où je vais être beaucoup plus nonchalante que d'autres parce que ce jour-là j'ai été nonchalante toute la journée. C'est pas un truc où tout est fixé dans la façon de jouer.
Et t'as un truc vraiment qui est particulier à toi, c'est que tu fais ta punchline dès le départ et après tu vas raconter tout autour après, mais tu commences directement avec une punchline. Par exemple, le sketch de Montreux, tu commences directement avec une de mes vannes préférées. Pas d'intro, c'est juste ça directement. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai vu ce sketch, j'ai fait pause parce que je riais à cette vanne et je me suis dit c'est bon, j'aime l'humoriste, je regarde la suite. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben ouais, effectivement, j'aime bien écrire comme ça, j'aime bien quand il y a une punch tout de suite. La vérité, c'est que j'ai commencé à faire comme ça parce que je voyais quand je montais sur scène, quand je commençais à faire du stand-up, je voyais une vraie différence quand on était une fille ou quand on était un gars qui montait sur scène, avec les gens qui vont beaucoup plus nous regarder, nous les filles. Et donc je me suis dit, ok, il faut que je montre dans les 5 premières secondes que je suis drôle, sinon les gens ils vont pas vouloir m'écouter. Et donc tous mes passages en comedy club, je commence toujours par une punchline. C'est aussi un style d'écriture que j'aime bien, les one-liners, d'avoir tout de suite. Je sais pas si t'as vu ma vidéo que j'ai faite pour 60, bah c'est 4 one-liners, c'est un style que j'aime beaucoup. C'est vraiment efficace parce que, comme tu dis, t'es convaincu et t'as mon attention directement. C'est bon, elle est drôle, on écoute la suite. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. J'aime beaucoup. Je sais pas si tu es à l'aise avec le compliment parce que j'ai tendance à faire beaucoup de compliments. Non, mais merci parce que c'est vrai qu'il y avait Adib Al-Khalideh, il me l'avait déjà dit et il y a pas beaucoup de gens qui remarquent ça, c'est que même pour ouvrir un sujet, je commence, tu vois, comme l'esthéticienne, vous aussi ça vous arrive de péter en toussant, tu vois. Bon, après je fais une autre blague entre ça et l'esthéticienne pour que les gens aient oublié, mais à la base c'était tout écrit dans le même bloc. C'est que pour parler d'un sujet, j'aime bien commencer sur une punchline. La plupart ils vont commencer à raconter des trucs, il va y avoir une intro, tout ça, et après les blagues vont partir en cascade. Moi j'aime bien avoir déjà une punchline dès le début. Mais ce qui est chouette dans cette construction, comme elle est particulière, c'est que même les gens qui ont l'habitude d'écrire ou de voir de l'humour, moi j'en consomme énormément, et du coup t'es surpris directement parce que tu ne vois pas la construction arriver de « Ah, la punchline va arriver, ah la voilà ». Là c'est « Ah, il y a une punchline, ok ». C'est directement, tu brodes autour, puis il y en a une nouvelle. Enfin donc, je crois que c'est un style qui peut plaire aussi aux fans d'humour et aux stand-uppers. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de te voir sur scène, qu'est-ce que tu abordes dans ton spectacle? Je parle de mon enfance avec ma famille, je parle de moi, mes relations, je peux pas donner ce sujet parce que sinon ça le grille, mais je parle un peu des hommes et je n'en dis que du bien. Je fais hyper attention à pas du tout être misandre, je fais hyper attention à ça. Je parle de petits sujets de société, mais je parle quand même beaucoup de sujets intimes sur les femmes qui peuvent gêner des gens, et en fait moi j'ai envie d'en parler parce que j'ai plus envie que ce soit gênant comme sujet, et j'essaye justement de les aborder de façon venez, on n'est pas gênés quoi. Tu veux au maximum que les hommes ne se sentent pas mis de côté, mais est-ce qu'au final tu te rends compte que ton public est majoritairement féminin ou tu vois une bonne mixité dans le public? Ça dépend. Franchement, ça dépend. Avant, j'avais principalement que des femmes. J'ai de plus en plus d'hommes. Déjà, de base, il faut savoir que pour tous les spectacles, c'est principalement des femmes qui achètent des billets. C'est pas trop les hommes qui achètent des billets de spectacle. Donc, souvent, quand j'ai des hommes qui viennent, ils sont avec leurs copines. C'est quand même beaucoup ça. J'ai pas vraiment... Ça m'arrive d'avoir des groupes de gars qui viennent ensemble. Mais souvent, les hommes qui viennent, ils viennent avec leurs copines. Du coup, tu parles de plein de sujets, comme tu l'as dit, qui sont un peu parfois tabous, que tu as envie qu'ils ne le soient pas. Comme tu parles, par exemple, des règles. Tu parles des relations hommes-femmes, peut-être des one-night stands. Et du coup, dans les commentaires, t'as des fois des réactions assez violentes. Comment tu vis avec ça? Je crois que le pire commentaire que j'ai eu, c'est « Ah, c'était bof » et j'ai eu du mal à me remettre de ça. Alors je sais pas comment tu fais. Ouais, t'es allé voir les commentaires qu'il y a sous les vidéos, c'est violent, hein. Ouais, il y a quelques belles perles de conneries dedans. Si tu penses que la misogynie est morte, tu vas voir les commentaires, tu sais que ça existe encore bien. Ouais, alors moi j'essaie de plus aller voir les commentaires parce que justement c'est extrêmement violent, mais j'hésite à faire un truc sur ça, mais donc ça voudrait dire qu'il faut que j'aille tout regarder, et franchement si je fais ça, je vais passer une très mauvaise journée, voire une très mauvaise semaine. C'est très dur à vivre les commentaires. Je crois que les gens ont pas conscience qu'on est des gens humains, et surtout l'argument de oui mais c'est des personnes qui ont décidé d'être publiques, donc on peut dire ce qu'on veut, c'est pas un bon argument en fait ça.
Ça, c'est pas du tout un bon argument. Il faut arrêter avec ça. C'est pas les gens qui nous donnent aussi des conseils sur notre métier. Moi, je vais pas voir Jean-Claude le comptable pour lui dire comment faire ses tableaux Excel ou je sais pas quoi. C'est très violent. Donc, attends, c'était quoi la question exacte? Juste comment tu fais pour gérer ça, pour vivre avec et ne pas le prendre trop personnellement? J'essaie de pas les regarder et après, quand j'en ai sur ma page, forcément, je les vois parce que quand c'est sur Montreux, tout ça, c'est facile de pas les regarder, hein. Et sinon, quand vraiment ça va pas, je vais regarder les vidéos des humoristes que j'adore et je regarde comment ils se font défoncer et je me dis voilà, donc même ceux que je trouve incroyables, ils se font défoncer par des gens, donc on se fait tous défoncer. Mais j'avais vu que tu avais répondu à certains, mais c'était les commentaires sur ta page auxquels tu réagissais. Il y a un commentaire en particulier qui m'a vraiment choqué dans la formulation du truc, parce que je me disais, mais c'est tellement de la merde du début à la fin cette phrase. C'était: autant dans la bouche de Bigard ça passe, autant dans la bouche d'une femme c'est vulgaire. Ah, mais quelle horreur du début à la fin. C'est drôle, j'en ai parlé à un bon moment. Ouais, oui, voilà, c'est ça. En fait, donc, soit les gars vont nous dire qu'on parle toutes de notre chatte, qu'on a toutes les mêmes sujets. Oui, effectivement, je parle aussi des règles, mais si t'es pas trop con dans ta vie et que tu écoutes ce que je dis, je parle pas des règles pour parler des règles. Je parle de la honte que j'ai eue la première fois que j'ai dû me foutre un tampon dans le vagin, que personne ne m'a expliqué comment faire, qui rentrait pas, et que je suis allée à la piscine avec mon père et qu'il y avait du sang partout, et c'est ma vraie histoire et c'était horrible, et juste je fais des blagues sur ça en fait. Donc je parle pas des règles pour parler des règles, je parle d'un vrai moment de honte que j'ai vécu. Donc voilà, les hommes vont beaucoup nous dire ça, et après effectivement il y a beaucoup de femmes qui vont nous dire qu'elles trouvent qu'on est vulgaire. J'en ai parlé avec une anthropologue qui a dit que les sujets que j'aborde, comme ils sont tabous, et bien pour certaines femmes en fait elles sont choquées de voir que moi j'arrive à en faire quelque chose de pas tabou alors qu'elles voudraient seulement que ça reste secret. Je pense que ça vient aussi du fait que peut-être ces personnes se sentent bousculées dans ce qu'elles pensent au plus profond d'elles, mais après moi j'en veux à personne, parce que je sais pas si t'as regardé, mais les gens, je leur réponds jamais méchamment, parce que moi les gens qui m'aiment pas, je peux pas leur en vouloir, je comprends. Moi il y a des humoristes que des gens adorent et je n'aime pas du tout ce que ces humoristes font, mais il y a des gens qui les adorent, je vais pas aller, on s'en fiche de mon avis en fait. Moi je fais une proposition et les gens l'acceptent ou ne l'acceptent pas. Après de là à ce que chacun me donne son avis, c'est un peu compliqué quoi. Non, mais j'ai vu que ceux auxquels tu avais répondu, en tout cas, c'était toujours bien sympathique. Tu poses plus des questions, tu essaies de les faire réfléchir à ce qu'ils viennent de dire, et j'admirais la gentillesse avec laquelle tu leur parlais, parce que j'aurais juste envie, moi, de leur dire d'aller se faire foutre. Et oui, mais ça sert à rien. Non, ça sert à rien, bien sûr. Moi, quand j'étais à l'école, c'était plus facile pour moi quand on me parlait avec pédagogie que quand on m'engueulait quoi. Et en plus, tous ceux à qui je réponds, et après ils reviennent en plus sur ce qu'ils disent quoi. Je me dis, il suffisait juste que je leur dise ça. Et après, ils comprennent ce que je dis. À un moment, je suis allée voir, ça faisait un moment que j'étais pas allée sur ma page. Là, ça fait un moment que j'y suis pas allée, donc peut-être que depuis, je me suis refait défoncer, je sais pas du tout. S'il y a des gens à qui j'ai pas répondu et qui m'ont défoncé, c'est que j'ai pas encore vu les commentaires. Donc voilà. Il y en a, il m'a défoncé. Après, il y en a plein qui sont mis à me défoncer. Et là, quand ils sont plusieurs, c'est pas facile de leur parler parce qu'ils se sont déjà tous montés les uns avec les autres contre moi. Et donc, quand c'est le cas, je supprime les commentaires et après, je les bannis de ma page. Je dis de toute façon, ils aiment pas ce que je fais. C'est pas comme si je les privais d'un truc incroyable. Ils vont juste revenir pour redire, ah bah tu vois, vraiment c'est de la merde ce qu'elle fait. Donc je les bannis, ils voient plus ce que je fais, puis ça c'est très bien pour tout le monde. Eux au moins ils vont plus vivre dans l'angoisse de retomber sur une de mes vidéos. Mais tu fais bien, mais j'ai vraiment du mal avec ça. Je comprends pas. T'aimes pas quelque chose, tu changes. Il y a 1 milliard de vidéos très bien aussi. Tu peux regarder, et si t'aimes pas, tu regardes autre chose. Je bug tout le temps avec ça. J'ai jamais mis de commentaires négatifs à personne. J'aime pas, je regarde pas. Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais, moi c'est pareil. J'ai jamais fait ça. Même avant de monter sur scène, hein, je faisais pas ça. Donc je sais pas pourquoi ils le font, mais bon, écoute, c'est pas grave. Hein. Enfin, c'est dur. Mais pas grave. J'admire le calme avec lequel tu le réponds en tout cas. Ah, je suis quelqu'un de très calme. Justement, j'en parlais avec une thérapeute qui me disait mais c'est fou parce que juste vous encaissez tout et vous dites rien, vous vous mettez pas en colère. Je dis bah ouais, pourquoi faire? Ouais, je suis un petit peu comme ça aussi. À ne pas m'énerver et à encaisser les trucs, mais généralement à un moment donné ça éclate. Ouais bah oui, au bout d'un moment on éclate, ouais. Mais bon, pour l'instant... On est vraiment sur de la joie dans ce podcast. Ouais.
J'ai vu que tu avais fait plusieurs premières parties. Tu as fait Mathieu Madénan, tu as fait Fari, puis tu as fait Verino. Et là, tu as enchaîné après parce qu'il t'a demandé de faire toutes ces premières parties. Ouais. C'est comment le stress de faire une première partie? Moi, j'ai plus vraiment de stress avec ça. On n'a pas vraiment le même public avec Verino. Il a un public un peu plus familial, donc je dois faire un peu plus attention à ce que je vais dire sur scène. C'est plus que je dois m'adapter en fait. D'un humoriste à un autre, si j'ouvre pour lui, il va falloir que je m'adapte en fonction de son public. Mais après, même si ça se passe pas bien, les gens sont pas venus pour moi, donc s'ils aiment pas, je comprends. Ils sont pas venus pour moi, c'est pas grave. Mais bon, après, ça s'est jamais mal passé, hein, les premières parties. Si tu devais dire le nombre de scènes que tu as fait depuis le début de ta vie, tu penses que ça serait dans quelle tranche? Tu veux dire le nombre de fois où j'ai joué? Ouais. Mon spectacle est en comédie club? Ouais. Je m'étais amusée à compter une année. Il y a une année où sur toute l'année j'avais joué plus de 700 fois. Donc depuis quand je faisais de l'absurde jusqu'à aujourd'hui, ça fait 12 ans, on doit être à pas loin de 10 000. Hein. Bon là il y a eu le confinement où du coup il y a une grosse période où on n'a pas joué, mais sinon tu vois hier... Attends non, on est quel jour? Non hier j'ai joué au Sarfati, mais toi samedi j'ai joué au Barbès à 19h, j'ai joué mon spectacle à 21h15 et après j'ai joué au Fridge à 22h45. Souvent en fait je joue plusieurs fois par soir, c'est pour ça que j'arrive à jouer entre 500 et 1000 fois par an quoi. Ok, ouais mais c'est vrai que c'est la chance que vous avez à Paris, c'est de pouvoir jouer plusieurs fois par soir. Chez nous en Belgique, si tu arrives à jouer tous les soirs une fois, c'est déjà très très bien, c'est que tu as déjà une bonne carrière bien établie. Ok ouais. Et sur ces 10 000 scènes au moins que tu as faites, c'est quoi la pire? Des bides j'en ai pris hein. Et heureusement d'ailleurs parce qu'il y en a ils veulent pas prendre de bides, mais si tu prends jamais de bides dans ta vie, t'apprends rien. Je pense que la pire, mais j'en avais fait une vidéo pour Topito. En fait quand j'ai commencé, j'ai fait un casting pour une émission de télé qui était sur une petite chaîne et j'avais eu ce casting et en fait on enregistrait une émission de télé parce qu'à cette époque-là à Paris il y avait pas beaucoup de comédie club, donc moi j'ai vu un truc pour jouer, j'avais fait ça, c'était direct une émission de télé, il faut jamais faire ça de sa vie, commence pas par une émission de télé. Et en fait la salle était quasiment vide, il y avait plein de jeunes dans la salle et pendant que je jouais ils me demandaient mon 06 et mon MSN, alors tu vois c'est vieux, il y avait encore MSN. Bon après pour moi je l'ai aussi très mal vécu parce que c'est la première fois que je jouais un sketch devant un public et ça s'est pas bien passé, donc je l'ai très 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 mal vécu. Bon après franchement il y a des soirs où ça se passe pas très bien, mais je suis pas en bad total, ça arrive de prendre des bides dans sa vie. C'est pas dramatique hein. Il y a pas beaucoup de gens dans la salle, ils t'auront oublié après parce qu'ils vont plutôt se rappeler des gens qu'ils ont adorés, donc franchement il y a rien de grave hein. Et par contre ce serait quoi ta meilleure scène, celle vraiment qui t'a marqué le plus, s'il y en a une en particulier? Et bah celle qui m'a marqué le plus c'était pour le FUP, le Festival d'humour de Paris. C'était il y a 2 ans je crois, on avait joué au Théâtre Antoine, c'était la soirée de Pierre-Emmanuel Barré et en fait on était plusieurs humoristes, on avait fait chacun un passage et à la fin on avait fait, ça a l'air bête dit comme ça mais c'était vraiment très drôle, on avait fait une comédie musicale. C'était une idée de Pierre-Emmanuel Barré qui avait un concept avec un gars qui naît avec une rollerite aiguë, c'est-à-dire qui naît avec des rollers aux pieds. Et donc on l'a fait en comédie musicale où moi j'accouchais, il y avait Aymeric Lompré qui sortait derrière le truc où j'accouchais, il avait une couche, on lui a mis une pampers, il avait des rollers et donc on le voit naître et devenir plus grand et mourir de sa rollerite aiguë, c'était tellement drôle. Il y avait Oldelaf, c'est lui qui avait écrit les paroles et c'était vraiment très drôle. Ah ben rien que raconter le sketch c'est déjà drôle, alors à voir je pense que ça devait être quelque chose. Ce qui était ouf en plus c'est que il y avait une fille de l'organisation qui s'appelle Maude qui avait des amis qui avaient une ambulance et en fait donc on terminait sur la comédie musicale, Aymeric Lompré mourait sur scène et nous on lui mettait un drap blanc dessus, le public sortait, il y avait une ambulance à la sortie comme pour aller chercher Aymeric quoi, et Aymeric ne s'est pas relevé tant que tout le public n'était pas sorti de salle et nous tous qui avions joué on sortait de la salle en faisant semblant de pleurer en disant Aymeric était un grand homme et c'était vraiment drôle. Mais ce qui était cool c'était de faire un truc tous ensemble quoi, parce que souvent le stand-up chacun fait son passage et là on a fait vraiment un truc tous ensemble, c'est ça qui était cool. Bah franchement je pense que les gens qui ont vu ça ont de la chance. Est-ce que c'est possible de le voir? Non c'est pas sur internet, même moi j'aurais voulu le revoir mais non c'est vraiment dommage. Après j'ai conscience que quand on raconte un gars qui naît avec des rollers aux pieds et qui meurt à la fin ça peut ne pas paraître drôle mais c'était vraiment très drôle. Tu m'as dit une rollerite aiguë, déjà je... What? Bah ça c'est les idées de Pierre-Emmanuel Barré hein. Oui, bah elles sont à son image. Ah ouais, elles sont vraiment très drôles.
en 2007, tu as posté des vidéos YouTube dans lesquelles tu faisais un débrief de magazines féminins. Tu as fait ça de juin à décembre. Donc du coup, tu montrais tout le côté absurde de ces magazines. Comment ça t'est venu cette envie de faire ça? En fait, c'est quand je voyais les unes, parce que moi j'achetais pas de magazines féminins. Quand je passais devant les kiosques ou les trucs comme ça, que je voyais les unes de magazines, je me disais tout le temps dans les titres, il y avait des trucs mais d'un ridicule. Et vraiment, je trouvais ça bête. Et je voulais faire des vidéos. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas sur les magazines? J'en ai acheté plusieurs pour voir. Et effectivement, je voyais que j'arrivais à en sortir pas mal de trucs. La première vidéo, on avait fait pas mal de fiction avec. J'ai dit, ok, c'est trop long à filmer. Et donc, après, je faisais des trucs sans fiction pour pouvoir les faire assez rapidement. J'ai découvert ça en faisant mes recherches ici pour le podcast. Ça m'a bien plu. Je trouvais ça sympa en plus parce que les magazines féminins, c'est quelque chose que, en tant qu'homme, j'ai pas beaucoup consulté. Donc, j'étais surpris de voir des trucs énormes qui étaient mis dedans. Et j'étais là, mais c'est pas possible qu'un truc comme ça soit sorti. Mais si. Du coup, je vous invite à aller voir ça sur YouTube. T'es à l'aise face à la caméra, faire des vidéos, tout ça, c'est pas un problème pour toi? Non, c'est pas un problème pour moi. J'aime bien faire ça aussi. Ok, mais j'ai vu que tu faisais ça, que tu faisais pas mal de stories aussi sur Instagram. Moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas, je n'arrive pas à faire ça. J'en fais pas beaucoup, mais j'essaie d'en faire. La dernière fois, j'ai hésité à en faire une parce que, en fait, à Paris, les murs sont très fins. Et moi, de ma chambre, j'entends mon voisin qui, lui, a un petit studio. Et en fait, il est grec, je crois qu'il vient d'arriver à Paris. Et je l'entendais dire « Nique ta mère, fils de pute !» Et pendant qu'il prenait sa douche. Et je crois qu'il s'entraînait à insulter les gens en français. Et vraiment, j'étais trop mal à l'aise parce que j'étais là. Si seulement il savait que j'étais en train de l'entendre dire tout ça. Et c'était vraiment très drôle. Et je l'ai entendu pendant 5-10 minutes. Il s'entraînait à insulter. Et il disait que des insultes. Fils de pute, nique ta mère, que des trucs comme ça. Et vraiment, j'étais dans mon lit et j'étais trop mal à l'aise. Ah, c'est génial. Mais il veut tellement s'intégrer en France et à Paris qu'il se dit, il faut que je maîtrise les insultes, que ça sonne naturel. Ouais, c'est ça. Parce que il était sous sa douche. Donc personne ne lui répondait, il était tout seul et il était pas au téléphone, il était sous sa douche, donc vraiment il est en train de s'entraîner. Ok, c'est exceptionnel. Et je voulais en faire des stories, après je dis mais attends, parce que si je l'entends, il m'entend, donc il va m'entendre. Et j'avais pas envie de sortir de mon lit, donc j'ai pas fait la story. Parce que je pense qu'on aurait pu l'entendre en plus dans la story, parce que vraiment, il parlait très fort. Ok. Quand je disais que tu faisais beaucoup de stories, c'est parce que t'en as plusieurs à la une qui sont super drôles. Ah oui. Je vous conseille, si vous allez voir sur son Insta, le caca dans la douche, c'est juste exceptionnel cette histoire. C'était tellement gênant et je suis plus en contact avec cette personne aujourd'hui, le pauvre. On va pas spoiler ce qui se passe parce que il faut la regarder, c'est super drôle cette histoire. Déjà le caca dans la douche, je suis sûr que des gens vont les cliquer pour savoir de quoi ça parle, mais c'est exceptionnel, ça m'a tellement fait rire. Et ce problème n'est toujours pas réglé d'ailleurs. Ils m'ont envoyé plein de fois un plombier qui a fait tout le temps la même chose et à chaque fois j'étais là, je comprends pas, vous l'avez déjà fait la dernière fois et la fois d'avant et ça ne fonctionne pas. Donc ce problème n'est toujours pas réglé. Et ça a l'air chouette de vivre dans ton appartement. Fait rêver le stand-up, la Star System, tout ça. Ah c'est les logements parisiens qui font rêver. Avec les immeubles. En même temps, vous aussi, vous avez des vieux immeubles en Belgique. Oui, mais c'est parce que c'est vrai que je suis pas sur Bruxelles non plus, donc je me rends peut-être moins compte. J'ai une maison dans un petit village en dehors de la ville, donc c'est vraiment différent. Putain, mais je sais pas ce qui m'arrive, ça fait un petit moment que je me dis j'ai envie d'aller vivre en Belgique. Je sais pas ce qui m'arrive. Mais viens vivre en Belgique, c'est très bien la Belgique. Là c'est compliqué parce que je joue beaucoup, mais j'aimerais bien aller beaucoup plus souvent en Belgique parce que j'aime beaucoup et je trouve que les gens sont très gentils là-bas. Mais j'aime beaucoup la Belgique. Je sais que tu aimes aller au Québec et moi tous les Québécois me disent toujours la même chose, c'est que on se sent pareil, qu'ils me disent tout le temps ça, qu'on a vraiment un rapprochement entre nous pour qu'on ait les mêmes. Le public québécois et le public belge c'est la même chose, en mode je ris à tout, je suis super enthousiaste et tout ça. Donc viens en Belgique. Bon, moi j'ai joué mon spectacle, je l'ai fait que au Kings of Comedy. Si, je l'ai joué aussi à Arlon. Je suis allée à Arlon. C'était deux jeunes qui organisaient des spectacles et ils avaient booké le mien. C'est du côté du Luxembourg, Arlon. C'est pas du tout à côté de Bruxelles. Ouais, c'est dans le sud. Mais je trouve qu'il y a quand même une petite différence entre le public québécois et belge. Mais je vois quand même ce qu'ils veulent dire aussi les Québécois. Je l'ai beaucoup entendu que les Québécois se sentaient plus proches des Belges que des Français et ça m'étonne pas. Je t'encourage à venir en Belgique, mais clairement, comme je te disais, tu peux pas jouer autant qu'à Paris, ça c'est pas possible. Ouais, je sais. Écoute, peut-être que je rencontrerai un ou une Belge et puis que je finirai là-bas, qui sait, on verra.
Mais je t'encourage à le faire, et la Belgique c'est très très bien. Ben oui, non mais je sais, j'aime beaucoup la Belgique. Ben moi aussi. Sinon, tu fais donc le festival de Montreux dont on a parlé tout à l'heure. Comment c'était de faire le festival de Montreux? Bah c'était cool, là j'étais vraiment stressée parce que c'est un festival francophone que tous les humoristes veulent faire. Donc j'étais hyper contente d'être dessus et j'étais hyper stressée surtout et ça s'est très bien passé. C'était très cool, j'étais sur le gala de Thomas Wiesel et Fari, j'ai adoré. Comme je le disais tout à l'heure, je vous recommande vivement son passage à Montreux que j'adore. Et dans ce sketch, tu parlais un petit peu de grossophobie. Il me semble que tu as dit que tu allais en parler moins. Non, j'en parle plus parce qu'en fait, il y a eu un moment où j'ai reperdu du poids et c'était très bizarre parce que même si je suis toujours un peu en surpoids, eh bien c'est des blagues qui passaient plus parce que je suis dans un entre-deux encore aujourd'hui qui est un peu bâtard où pour les minces je suis grosse et pour les gros je suis mince. Et donc parler de ça, de poids, il y a des gens, je sentais que ça riait pas comme avant. Je me moquais pas du tout des gros, hein, mais je sentais qu'il y avait un truc qui passait pas. Donc j'ai arrêté de le faire. Mais je comprends, je suis un petit peu dans cet entre-deux-là. Et j'ai un peu le truc de moi je me vois gros mais les gens me voient pas gros et c'est un peu difficile par rapport à ça, donc je comprends ça. Ouais, c'est compliqué et j'avais une dame qui était venue parce qu'elle faisait un article sur son blog et elle était en surpoids et je sais que justement il y avait des blagues que je faisais où vraiment à aucun moment, enfin je me moque que de moi en fait, je me moque pas des gens qui sont gros parce que je vois pas l'intérêt de faire ça et je sais qu'il y a des blagues qu'elle avait mal vécues parce qu'elle m'a dit qu'elle avait ressenti que les gens riaient pour se moquer des gros. Bon, comme c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, j'ai dit bon, s'il y a des gens qui ressentent ça, j'ai pas envie que d'autres gens le ressentent, donc je préfère pas aller dans ce truc-là. Ah, j'ai vu que t'avais aussi participé au Fringe. Donc le Fringe, c'est un des plus gros festivals du monde en humour qui se passe à Édimbourg. Comment c'était de participer à ça? Parce que j'en ai parlé avec Virginie Fortin, donc j'ai eu un petit peu son retour. Quel est le tien? Et bah c'est aussi un truc qui a fait que je me suis énormément remise en question parce que je faisais encore de l'absurde à ce moment-là. En fait, on était un groupe à jouer en anglais au Paname et donc il y en a qui nous ont organisé le festival là-bas où on est parti et on se relayait. Moi j'ai joué qu'une semaine, on était plusieurs, à chaque fois on faisait une semaine, on se relayait comme ça et en fait on prenait tous des fours monumentaux, mais monumentaux, et on s'est tous entièrement remis en question après. Et ce que tu vois, c'était en août 2015 et c'est là où j'ai commencé à me dire ah putain, je crois que j'ai plus vraiment envie de faire de l'absurde, et je crois que ça a été aussi le point de départ en fait de pourquoi j'ai commencé à faire du stand-up. Donc moi j'ai beaucoup aimé l'expérience, j'ai beaucoup aimé être sur place et pouvoir aller voir beaucoup de spectacles parce que je suis allée voir une humoriste américaine, je crois que j'étais allée voir un Australien, enfin t'as vraiment des anglophones du monde entier qui vont au Fringe en Écosse pour ce festival, donc l'expérience était incroyable. En revanche, jouer là-bas ça a été une catastrophe, mais c'était une très bonne expérience quand même. C'est ce que je te disais tout à l'heure, des fours on en a besoin, on a besoin de bider à des moments, et là pour le coup je pense que c'était très bien pour moi de prendre des fours tous les jours. Tous les jours. Est-ce que t'aimerais le refaire maintenant avec ton style plus stand-up que tu as maintenant? Alors pourquoi pas. J'ai envie, en fait, depuis que je fais mon spectacle en stand-up, j'ai envie d'avoir mon spectacle aussi en anglais. Donc pendant un moment, je jouais en anglais sur des plateaux à Paris. J'ai un peu arrêté pour me concentrer sur juste mon spectacle en français. Donc j'aurais envie de le faire, mais pour moi, c'est comme faire un Avignon et c'est tellement dur de remplir les salles. C'est tellement dur. Ouais, c'est beaucoup de travail. À Avignon, tu choisis la salle dans laquelle tu vas. Là-bas, je crois que tu choisis, t'as 3 sortes de festivals différents. Tu choisis celui dans lequel tu veux être et après ils t'attribuent des salles, tu sais même pas, tu peux tomber sur une jauge de 300 par exemple. C'est très compliqué, hein. Mais ça a l'air, ok. Mais donc, du coup, jouer en anglais, c'est quelque chose qui te plaît et que t'as envie de développer? Ouais, j'aime bien, ouais. Et effectivement, j'aimerais bien, toi comme j'adore aller à Montréal, mais j'aimerais bien une année justement partir à Montréal 1 ou 2 mois et après enchaîner sur New York ou Los Angeles pour essayer d'aller jouer aussi là-bas. Pas pour essayer de faire carrière là-bas, mais pour l'expérience. Comme tu le dis, tu as été joué plusieurs fois à Montréal. C'est quoi la première fois que tu es allé? J'y suis allée en septembre 2017. Bah là, il y a 3 ans, j'y étais. J'y suis restée une semaine. Je suis allée voir un peu, j'ai repéré, quoi. J'ai vu là où je pouvais jouer. J'avais rencontré Charles Deschamps qui était venu à Paris en janvier de la même année. Donc je l'avais recontacté, il m'avait booké sur les open mic du bordel et sur un plateau qui s'appelait le Jockey. Le Jockey, j'étais le 2e jour où j'étais à Montréal. Et en fait, là-bas, j'ai bien marché. Le lendemain, j'arrive au bordel, je vois
vois que les gens viennent me parler, ils avaient déjà parlé de moi. Et en fait, après, j'ai eu des dates tous les soirs. Génial. Et on m'avait booké aussi sur un show régulier du bordel, donc c'était très chouette. Donc j'y suis retournée l'année d'après en juillet, 1 mois. Je savais pas que je allais tourner pour Netflix. Au final, j'ai tourné pour Netflix là-bas fin juillet. Et j'y suis retournée l'année dernière. J'ai joué mon spectacle pour le festival Juste pour rire. La classe, mais autant avant j'étais déjà jaloux, autant là je suis encore plus parce que l'humour au Québec c'est vraiment ce que j'aime le plus au monde. Moi c'est mes humoristes préférés, mais de très très loin. Tu me dis Virginie Fortin ou Sarah Silverman, je vais voir Virginie Fortin, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment ceux que je préfère. Adib Al-Khalidé, incroyable. Enfin, il y a que des humoristes incroyables au Québec. Bah tu vois, on a les mêmes goûts parce que tu me dis Virginie Fortin et Sarah Silverman. Effectivement, c'est mes deux préférés aussi. Bah je comprends. Je regarde pas beaucoup de stand-up américain, mais Sarah Silverman, je la trouve incroyable. Bah ouais, elle a une écriture tellement géniale et c'est tellement personnel. Enfin, moi j'adore ceux qui parlent d'eux, donc d'office Sarah Silverman, ça me plaît. Mais c'est aussi ce qui me plaît chez toi, que c'est tellement authentique et personnel que ça se ressent. Enfin, je trouve, moi c'est toujours ce que je préfère en humour. Bah ouais, moi aussi, c'est vrai qu'il y en a, ils vont préférer le stand-up d'observation, mais je sais pas, je préfère partir de choses que j'ai vécues parce que je sais que je suis pas les seules à les avoir vécues et que les gens peuvent se reconnaître dedans et j'aime bien ça. Après, Roman fait beaucoup de stand-up d'observation, ça me fait beaucoup rire, mais moi je suis pas très forte dans ça. J'aime beaucoup aussi le stand-up d'observation, mais je crois que c'est les moments où ils vont parler de quelque chose de personnel que c'est ce que je vais préférer. Par exemple, Kian, il fait pas mal d'observations, je trouve ça toujours drôle, c'est efficace, mais quand il va parler de quelque chose de personnel, je le trouve juste fabuleux et là il me touche. Et quand il parle de son père dans le spectacle Pulsion, c'est émouvant, c'est beau, c'est bien écrit, c'est drôle. Et là, pour moi, ça monte d'un niveau que quand il fait des observations de tous les jours qui sont drôles, hein, il est très très bon, mais c'est un niveau au-dessus, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes dans le public québécois ? Ben, j'aime bien le fait que déjà ils sont beaucoup plus ouverts au stand-up puisque c'est une culture qu'ils ont depuis plusieurs décennies, alors que nous en Europe c'est arrivé il y a pas si longtemps en vrai. Enfin, en tout cas en Belgique, en Suisse et en France. En Angleterre, je pense que ça fait beaucoup plus longtemps qu'ils sont au stand-up, quoique ils peuvent avoir aussi pas mal de personnages en Angleterre. Mais voilà, le fait ils sont beaucoup plus ouverts au stand-up. Les femmes en font depuis plus longtemps, donc moi je sais que j'ai des sujets qui en France passaient pas forcément bien, et dès que je les joue là-bas, les gens comprennent tout de suite ce que je veux dire et ça marche tout de suite. Et quand je parle de ma sexualité, là où des gens peuvent être choqués en France parce qu'ils pensent que je fais ça par provocation alors que je veux juste raconter un truc avec des blagues, là-bas ils comprennent ce que je veux faire et juste ils rigolent. Ils se disent pas que j'essaye de provoquer ou quoi que ce soit. C'est là où ça va m'énerver parce que justement en France, quand un homme va parler de sa sexualité, on va pas le juger comme nous, puisque nous on n'est pas censé en parler. Et là-bas, ils sont au-dessus de ça. Les blagues misogynes, là-bas, il y en a encore beaucoup en France qui en font. Au Québec, ça passe pas. Ça, j'entends souvent dans les podcasts, par exemple de sous-écoute avec Mike Ward, c'est des trucs qui passent plus du tout, et même ils se moquent de ceux qui en font, quoi. Mais ils ont raison, en vrai, hein. Mais c'est comme les blagues racistes, hein. Les blagues racistes, au Québec, ça passe pas du tout. En France, on peut encore en faire. Et moi, à chaque fois que j'en entends, je suis choquée. Et en plus, les gens valident en rigolant. Et je me dis, mais est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de rire à une blague raciste, là? Mais je suis quand même content d'en entendre de moins en moins. Je crois que ça fait un moment que je me suis pas dit en allant voir une scène, ça passe pas, ce que tu viens de dire là. Ça fait quand même un moment. Je trouve que ça évolue quand même dans le bon sens, mais il y a des restes assez clairs. Il y en a encore. Moi, je joue quand même dans des endroits où il y a des open mic parce que des fois, j'aime bien les tester. Donc, il y en a, ils viennent de débuter dans l'humour et il y en a encore qui font ça. Mais c'est quand même souvent des débutants. C'est pas des gens qui font ça professionnellement. Et tant mieux. Quoique si, je sais pas s'il a envie, mais je sais qu'un jour, je jouais dans un comedy club après un gars qui faisait des blagues racistes et misogynes et les gens n'ont pas ri. Il est sorti de scène, il me dit, mais je comprends pas, les gens n'ont pas rigolé. Et moi, je peux pas, quand j'entends ça, je dis, bah attends, si tu n'as pas compris, je vais te l'expliquer en fait. Et donc je lui explique qu'il fait des blagues racistes et misogynes. Il me dit bah oui, mais je l'ai fait dans mon spectacle et les gens rigolent. J'ai dit mais peut-être que dans ton spectacle ce sont des gens racistes et misogynes qui viennent te voir et qui sont contents de les entendre. Là en l'occurrence dans ce comedy club, les gens ne sont pas racistes ni misogynes et ils n'ont pas envie d'entendre ça. Ok, et tu penses qu'il s'est remis en question ou... Non, il en fait toujours, il fait toujours ses blagues.
Mais voilà, on va parler de gens qui ne sont pas sexistes et misogynes. On va continuer sur toi. En 2018, tu as fait des chroniques pour RMC Story dans l'émission Talk Show avec une rubrique Incarner un stylo et Tania Dutel. Comment tu as vécu cette expérience de chroniqueuse à la télé? Eh ben, heureusement, j'avais tourné pour Netflix avant et j'ai eu tellement de stress en un mois que j'ai décidé de plus jamais stresser de toute ma vie. Parce que si j'avais eu ma chronique l'année d'avant, j'aurais été morte de trouille. Et là, vraiment, je suis montée en mode si les gens aiment pas, c'est pas grave du tout. Et donc, j'étais assez détendue. J'ai aussi accepté de faire cette chronique parce que le producteur était hyper gentil, je le connaissais pas avant et aujourd'hui je suis toujours en contact avec lui, je l'aime beaucoup, il s'appelle Alexandre Pérez. J'ai aussi rencontré en même temps que lui Jean-Baptiste Boursier, le présentateur de l'émission, et en fait je me suis très bien entendue avec eux, donc c'est pour ça que j'ai accepté de faire la chronique, puisque j'ai eu d'autres propositions en télé mais je les ai pas acceptées. Moi j'ai bien aimé, ça a été un peu difficile puisqu'à la base j'avais carte blanche. Au bout de 3 semaines la chaîne a changé d'avis et m'a dit en fait ça sera sur l'actu thème imposé, donc ça a été un petit peu plus compliqué, surtout que les gilets jaunes ont commencé et que les 5 dernières semaines sur seulement 11 émissions, j'ai dû me taper les gilets jaunes en sujet. Et il y a une semaine où je me rappelle, je regardais toutes les actus des gilets jaunes, c'était un gars qui avait perdu un œil, un gamin qui venait de mourir, tout ça. Je dis franchement les gars, c'est pas drôle là tout ce qui se passe avec les gilets jaunes. Donc c'était un peu compliqué. Mais sinon non, c'était une bonne expérience. Malheureusement l'émission marchait de mieux en mieux, mais la chaîne a préféré l'arrêter pour après ne mettre que des documentaires ou des séries parce que ça coûte moins cher en production. Mais j'ai bien aimé cette expérience. Si c'était à refaire, de refaire des chroniques à la télé, à la radio, tu préférerais avoir un truc carte blanche que des sujets imposés, quoi? Ouais, je crois. En fait, il y a du bon et du mauvais dans les deux. Sujet imposé, au moins tu sais de quoi tu parles, alors que des fois, quand t'as carte blanche, tu sais pas du tout de quoi tu vas parler. Mais bon, dans les sujets imposés, des fois, c'est chaud, quoi. Et est-ce que t'es du genre à écrire la veille parce que t'as la deadline, ou d'avoir déjà le truc prêt une semaine à l'avance? Au début, je commençais à bosser dessus dès le lundi, mais du coup, j'ai passé ma semaine, et donc au bout de 3 semaines, je leur ai dit les gars, vous me donnez le sujet la veille, je viens au bureau tout le jeudi et on tourne le vendredi parce que je pouvais plus du tout travailler pour mon spectacle. Donc je bossais tout le reste de la semaine sur mon spectacle. Le jeudi, j'y étais toute la journée pour faire la chronique. Office, on va parler de Netflix parce que je l'avais mis en 2019, mais je pense que c'est quand ça a été diffusé et que tu l'as enregistré plus tôt. On a tourné en juillet 2018 à Montréal. Tu avais été contacté juste 1 mois avant, si je me trompe pas. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu es contacté par Netflix pour faire 30 minutes dans Comedians of the World? En fait, déjà, j'avais pas compris parce que c'était la veille de mon départ à Montréal. J'ai Verino, qui est mon producteur, qui m'appelle pour me parler de ça. Et moi, je comprends pas. En fait, ce que je comprends, c'est que ils vont faire un programme et ils font un appel d'offres. Genre, il faut qu'on leur envoie notre candidature et qu'ils nous disent oui ou non. Donc, je comprends pas trop. Le lendemain, je leur appelle et ils me disent ah, mais non, mais pas du tout. Ils ont déjà choisi les noms et ils veulent que tu sois dedans. Et là, je suis là, oh putain. Et donc, j'ai peur, mais je me dis, je peux pas passer à côté de ça. Donc je regarde tout ce que je peux faire et je me dis ok, j'y vais. Et j'ai passé 1 mois à essayer d'être, parce qu'en plus comme je l'ai su la veille que je partais, c'est pas comme si je pouvais jouer à Paris, je pouvais jouer quand je voulais pour tester. Là j'étais à Montréal direct, je peux jouer dans pas mal d'endroits, mais en juillet comme il y a le festival Juste pour rire, ils font passer en priorité dans leur programmation les humoristes du festival. Au final je dis à des gens que je connais que je dois tourner pour Netflix, donc ils me donnent des créneaux dans des endroits pour que je puisse roder. François Bellefeuille, tu connais François Bellefeuille? Oui, j'adore. Tellement drôle. Il m'a fait pleurer ce gars, il m'a fait pleurer de rire. Je suis allée voir son spectacle, je pleurais vraiment. Il est incroyable. Alors que la première fois que je l'ai vu, j'étais là, qu'est-ce qu'il dit? Je comprenais rien du tout. C'est souvent la même réaction quand on entend François Bellefeuille la première fois, c'est difficile. On en a parlé dans le podcast précédent, enfin dans 2 podcasts précédents avec Ino JP qui a été à l'École nationale de l'humour à Montréal. Oui, je le connais. Je crois qu'il a fait ta première partie une fois. Oui, il a fait ma première partie au Kings of Comedy Club. Et il y a Farah aussi qui avait fait ta première partie, qui est aussi dans le podcast. Mais voilà. Et en fait, Ino JP, il avait fait ma première partie avant que je parte à Montréal en septembre 2017. Et lui, il était à l'École nationale de l'humour. Donc quand j'étais à Montréal, on se voyait toute la semaine, on s'est pas mal vu là-bas. Donc oui, effectivement, la première fois que je vois François Bellefeuille, je comprends rien, mais je sais qu'il est drôle. La deuxième fois, je comprends un peu, je suis morte de rire. Et en fait, à chaque fois, je comprenais de plus en plus. Et à la fin, je suis allée voir son spectacle et j'en pouvais plus. Et bon, bref, François
François Bellefeuille, qui est un des propriétaires du bordel, nous propose à Jason et moi de prendre un lundi soir au bordel où il n'y avait pas encore de créneau pour pouvoir rôder Netflix et faire notre demi-heure. Et il y avait Donnell aussi qui était venu avec nous. Je crois que Shirley était pas encore arrivée. Et donc voilà, on avait pu rôder la demi-heure au complet. Mais c'était compliqué, ouais. Comment tu qualifierais ton stress avant de monter sur scène pour tourner devant Netflix en sachant que ça va être disponible pour tout le monde à travers le monde? C'est quoi le niveau de stress que tu avais là? C'était très dur. J'ai jamais eu un stress comme ça. Je suis passée en 2e et quand ils sont venus me chercher pour aller, j'ai dit non, je veux pas monter. Et donc après j'arrive sur scène, j'avais une jambe qui tremblait et c'était un stress de fou. J'ai jamais vécu ça de ma vie. Heureusement, on a tourné 2 fois. La première s'est hyper bien passée parce que tu sais, des fois, la deuxième par exemple, c'est moins bien passé que la première. Mais si ça avait été l'inverse, pour la deuxième, je serais montée sur scène vraiment en panique en me disant il faut que je réussisse celle-là parce que la première était pas ouf, quoi. Et est-ce que tu es fière de ton passage? C'est compliqué à dire parce qu'il y a des trucs que j'ai rebossé depuis, enfin que j'avais rebossé après qui étaient mieux. Il y a des trucs que j'aurais pu jouer vraiment mieux. Mais bon, c'est le spectacle vivant, en fait, ça évolue. Donc je crois qu'il faut être content de ce qu'on a fait. Mais je sais que j'aurais pu faire mieux, quoi. Mais bon, ça c'est les humains. Hein. Tu as l'impression qu'il y a vraiment un avant Netflix et un après Netflix? T'as beaucoup de réactions par rapport à ça? J'ai pas eu de gros changements. On va dire que ce qui a changé, c'est qu'avant Netflix, ça va, je remplissais pas trop mal. Et quand Netflix a été diffusé, après j'étais complète tout le temps. Disons que ça pose aussi ton nom dans le milieu professionnel. Parce qu'on sait que t'as tourné pour Netflix. Là où vraiment ça m'a changé et que je peux pas le regretter, c'est que maintenant je suis beaucoup plus détendue quand je joue. Là où avant j'avais tout le temps l'impression de jouer ma vie. Maintenant je me dis si ça passe pas, c'est pas grave. Et c'est drôle parce que je dis ça comme si je prenais beaucoup plus de bides que je marchais bien, mais c'est pas du tout le cas. C'est juste que maintenant je suis vraiment détendue, quoi. Quand les gens aiment pas trop ce que je fais, je me dis c'est pas grave. J'ai vraiment un truc beaucoup plus détendu, quoi. Vraiment. Donc ce qu'il faut pour que je sois plus détendu sur scène, c'est faire Netflix, en fait. C'est ça que tu me dis. C'est ça, exactement. Non, mais tu sais, c'est par palier. Au début, j'étais stressée à chaque fois que je jouais dans un comedy club. Une fois que j'ai eu mon spectacle, dans les comedy clubs, j'étais plus stressée. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière ? Eh bien, écoute, que j'enregistre un special d'1 heure cette fois pour Netflix, ça serait cool. Ça serait génial. J'aimerais bien écrire une série aussi ou un film, donc écoute, voilà, ce genre de choses. C'est ça qu'il faut me souhaiter. Mais comédie ou pas spécialement ? Pas spécialement. Mais si j'écris une série ou un film, je voudrais qu'il y ait des vrais sujets dedans, que ça parle de ce qu'on vit aujourd'hui dans la société. Tu vois, les rapports hommes-femmes, tout ça. Oui, ça a été beaucoup écumé, mais il y a toujours des nouvelles choses à dire, toujours. En plus, là, il y a une vraie transition, je trouve, dans les rapports hommes-femmes, puisque les femmes essayent de s'émanciper de plus en plus. Les hommes se sentent un petit peu perdus autour de tout ça, parce qu'on leur reproche beaucoup de choses, alors que les pauvres, ils sont nés à la même époque que nous, et que c'est pas eux qui ont fait tout ce qui s'est passé. Et en fait, on parle beaucoup de sexisme, tout ça, mais je pense que les hommes le vivent autant que nous, en fait. Ils en sont autant victimes que nous, en tout cas. Je pense, ouais. J'aimerais bien aborder plus de sketch comme ça, d'être un peu féministe dans ce que je dis, parce que enfin, moi, quand je vois des commentaires comme tu as, je suis énervé. Tu vois ce que je veux dire ? Et j'ai envie de dire que c'est pas normal, ce genre de choses, tu vois. Je sais pas quoi te dire, c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé dans le podcast de Kian un bon moment, et en fait, ce que je disais, c'est que malheureusement, les femmes, on s'est vraiment habituées à ce genre de commentaires, on sait qu'on va être jugé. En plus, dans les commentaires, je pense que t'as vu beaucoup de trucs par rapport au fait que je parle de ma sexualité en tant que femme, et certainement par rapport à mon physique. Oui. Bah voilà, c'est les trucs qui ressortent en premier. On s'est toujours attaqué sur notre physique, qu'on soit mince, qu'on soit grosse, il y a rien qui va, en fait. Ça convient jamais aux gens, on n'est pas assez mince, on n'est pas assez grosse, il y a rien qui va. Je sais, on s'est habitué à ça, et c'est triste de devoir dire qu'on s'est habitué à ça, mais c'est un fait. Puis voilà, maintenant j'espère juste que les gens vont nous laisser la liberté de dire ce qu'on veut dire, mais on parlait aussi que j'avais une blague sur le burkini qui va sortir d'ailleurs dans le passage de Montreux, sur les gens qui critiquent les femmes en burkini l'été. Cette année, j'ai pas entendu de débat à la télé. En revanche, le débat que j'ai entendu, ça a été sur les femmes qui étaient seins nus. La police est allée les voir sur une plage dans le sud de la France pour leur dire de pas être seins nus. Et le dénominateur commun, c'est les femmes. C'est vraiment les gars qui vont être en moule bite, on va rien leur dire, alors que des fois ils ont même des boules qui dépassent. On leur dit rien, mais les femmes, burkini ça va pas, seins nus ça va pas. C'est comme s'il fallait qu'on nous dise, voilà, il faut que vous portiez ça, et là ça va aller. Les jupes trop longues, ça va pas, parce que ça veut dire que les nanas sont radicalisées. Les jupes trop courtes, ça va pas, parce que ça veut dire que les nanas, c'est des salopes. Il y a rien qui va, en fait.
c'est très compliqué, quoi. C'est comme s'il faudrait qu'on ait un uniforme. Alors que tu peux regarder toutes les critiques de tous les humoristes garçons, je n'ai jamais vu un seul commentaire sur le physique et sur les vêtements, ça n'arrive jamais. Et non. Il n'y a jamais de commentaires là-dessus. Je sais, mais j'en parlais dans le podcast de Kian, effectivement, les gars sont en costume, on va pas faire de remarques sur ça quand ils ont un costume encore, mais nous, si on met une robe avec un décolleté ou n'importe quoi, il va tout de suite y avoir, t'as bien vu aussi Florence Mendes, hein, c'est terrible. Florence Mendes, elle arrête pas de se faire critiquer aussi sur tout. Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire quand on est un humoriste par rapport à ça, un humoriste garçon, pour que ça soit bien pris et qu'on fasse avancer les choses aussi. Tu vois, que ce soit pas pris en mode on prend la place qu'une femme devrait prendre. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Effectivement, il y a des femmes qui seront pas contentes. Moi, je fais pas partie de ce groupe-là parce que, comme je te l'ai dit, pour moi, on est autant victimes aujourd'hui les hommes que les femmes. Donc moi, je le prendrais pas mal, mais il y a des femmes qui peuvent le prendre mal. C'est juste qu'il faut... Par exemple, j'ai un pote, il a fait une vidéo justement où il parlait de féminisme et je lui ai dit qu'il pouvait m'envoyer son texte avant de le tourner. Effectivement, quand je l'ai lu, il y avait un peu des énormités dedans, notamment il disait bon, ça a toujours été des hommes au pouvoir, maintenant on peut laisser les femmes au pouvoir pour voir ce que ça peut donner, genre en mode woman power. Et je lui ai dit mais en fait c'est pas ce qu'on demande, hein. On demande pas à être au pouvoir, on demande juste à être à égalité avec vous. On demande pas à avoir une femme présidente avec que des ministres femmes, on demande à être à égalité. Si demain c'est une femme qui est présidente de la République, ce que je ne souhaite pas en France puisque ça veut dire que ça serait certainement Marine Le Pen, je demande pas à ce qu'après il y ait que des ministres femmes, ce n'est pas ça du tout en fait. J'ai vu que tu avais aussi lancé un pilote pour un talk show podcast que tu avais fait avec Shirley Soignon et avec Anne-Sophie Laroui en invité. Est-ce que tu comptes en faire d'autres? Sophie-Marie Laroui. Écoute, oui, je vais en faire tous les derniers samedis du mois au Fridge, qui est le nouveau comédie club à Paris, ouvert par Kev Adams. Est-ce que ça sera filmé? En revanche, je ne sais pas. À la base, c'est surtout un truc en public, quoi. Mais bon, après, à terme, si vraiment j'arrive à un bon format, parce que j'ai aussi trouvé un partenariat avec des gens qui font des jeux, comme ça, au moins, je reprends pas des jeux qui sont déjà dans des late shows. Mais là, pour les faire en public, ils sont un peu compliqués. Mais si j'arrive à trouver des bons formats et tout, j'aimerais bien après les faire dans des grandes salles. Je t'encourage à le filmer, comme ça je peux le voir et ça me fera plaisir. Je ne sais pas prononcer les noms de tes invités, mais j'aime les écouter. Ouais, c'était cool. Sophie Marie, elle est vraiment brillante. Elle a écrit beaucoup de livres. Elle a eu un spectacle. Elle a un podcast qui est hyper écouté en France, oui, d'ailleurs. Il est super drôle ce podcast avec des questions les plus ouf de l'histoire du monde. Sophie Marie, elle est très drôle et elle a les meilleures expressions du monde. Elle me fait vraiment rire. J'ai adoré en inviter chez toi aussi avec le talk show que tu faisais et Shirley aussi, mais elle est excessivement drôle aussi. Mais d'ailleurs, quand on est en train de parler d'humoriste, à la fin du podcast, ce que j'aime bien, c'est faire ce que j'appelle l'interview name dropping, où je te demande des noms d'humoristes. Tu dois m'en donner un, donc peu importe, québécois, français, suisse, américain, mais à chaque fois tu dois m'en donner qu'un seul. Ok. L'humoriste le plus sympa que tu as rencontré? Verino. L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus? Je dirais Sarah Silverman. L'humoriste qui t'a surpris dernièrement? Paul Mirabel. Il en a surpris un paquet dernièrement, mais très très fort, j'adore. Un humoriste qui pour toi est sous-estimé, que tu te dis c'est pas normal que le monde entier ne le connaisse pas encore. Que le monde entier, carrément. Ou peut-être juste la francophonie, si c'est un francophone, mais qu'il soit pas en tout cas plus connu que ce qu'il est pour le moment. En fait, il y en avait un, mais ça y est, maintenant, il s'est fait connaître. C'était Seb Melia, je comprenais pas, et beaucoup comprenaient pas pourquoi, parce qu'en stand-up, il est très fort. Et depuis qu'il a fait son podcast avec son ex, et des vidéos, il s'est fait connaître. Mais lui, on comprenait pas, mais aujourd'hui, je saurais pas te dire. J'ai appris qu'il était là depuis longtemps et je comprends pas qu'il ait pas percé plus vite et que je n'en ai pas entendu parler plus vite, mais j'adore son podcast 4 humoristes dans le vent mais à contresens aussi, qui est super drôle à écouter. J'ai écouté tous les podcasts avec sa copine aussi. Un spectacle que tu recommanderais à tout le monde? Le truc, c'est que j'en regarde pas tant que ça. Ah si, je dirais Humanity de Ricky Gervais. Très bon choix. Parce qu'en plus, je trouve qu'il traite de sujets qui sont pas évidents et qui, au premier abord, ne me feraient pas rire, mais lui, je trouve qu'il le fait de façon brillante. Mais c'est mon avis. Mais je partage ton avis, mais je crois que tout ce que fait Ricky Gervais, j'aime. Mais en fait, déjà, il parle, j'aime parce qu'il a un accent british incroyable, mon beau. Ouais, j'adore. Est-ce que tu as regardé sa série Netflix? Oui, j'ai tout regardé j'ai regardé toutes ces séries. Moi je parlais d'Afterlife, c'est la dernière.
Mais cette série est tellement belle, tellement drôle. Ma copine se fout de moi parce que je pleure à chaque épisode. J'avoue que la saison 2, moi, il m'a tiré des larmes sur tous les épisodes aussi. Après, moi, j'ai plein de potes qui ont pas trop aimé la saison 2, mais moi, j'ai beaucoup aimé. Ben moi j'aime beaucoup, c'est juste que je dois avoir une bouteille d'eau pour m'hydrater pendant que je le regarde, quoi. Ouais. Mais après, j'ai pas beaucoup ri, hein. J'avoue que j'ai pas beaucoup ri pendant sa série Afterlife, mais je l'ai adoré quand même. Ouais, il y a quand même des petits... C'est vrai que la saison 1 est plus drôle que la saison 2, je dirais, mais je trouve ça... En fait, je trouve tout beau. Je vais te demander maintenant, c'est de choisir entre deux humoristes. À chaque fois, tu dois me dire la personne qui te fait le plus rire entre les deux. Et bien sûr, j'ai pris des gens que tu apprécies, sinon c'est pas drôle. Ouais. Donc, premier choix entre Verino et Kian Kojandi. Qui me fait le plus rire. Mais ça dépend tellement parce que franchement je peux pas dire, hein. Je peux vraiment pas dire. Je connais beaucoup plus Verino parce que comme je tourne beaucoup avec lui, je vois beaucoup ce qu'il fait alors que Kian moins. Mais franchement, c'est compliqué là ce que tu me demandes. Bah écoute, s'il faut choisir, comme je le vois plus souvent, je dirais Verino. Mais vraiment, franchement, je dis ça parce qu'il faut donner une réponse, hein. Ah, mais je comprends que le choix soit difficile. Moi, je pose la question aux invités, mais je suis pas sûr que je saurais répondre moi-même. Entre Sarah Silverman et Ricky Gervais. Qui me fait le plus rire, je dirais Sarah Silverman. Entre Shirley Soignon et Blanche Gardin. Shirley Soignon. Mais c'est pareil, c'est compliqué d'y répondre, mais c'est parce qu'il faut choisir, parce que je les adore toutes les deux. Et je vois beaucoup plus aussi Shirley Soignon que Blanche Gardin. Mais évidemment, Blanche Gardin me tue de rire. Mais s'il faut choisir, oui, Shirley Soignon. Entre Jason Brokers et Farid. Jason Brokers. Mais franchement, à chaque fois, je galère, hein. Enfin, là, j'ai répondu, mais... Les choix sont volontairement difficiles, hein. C'est vraiment avec les recherches que j'ai fait pour essayer de te compliquer la tâche. Bah oui, en plus, tu prends des gens, je vois un peu les choix que tu fais, mais c'est compliqué, hein. Bah, si je te disais entre Tex et Jason Brokers, ce serait un peu trop facile. Oh, écoute, là, je vois pas, hein. Là, entre Tex et Jason Brokers, tu me poses une colle. Les gens qui écoutaient juste à la fin, ils me disent « Ah, elle aime bien Tex, ça. » Entre Marina Rollman et Guillermo Guise. Oh là 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 là, ça fait des années que j'ai pas vu Guillermo. Bah, je suis tentée de dire Marina Rollman, mais parce que ça fait très longtemps que j'ai pas vu Guillermo. Moi, j'ai eu l'occasion ici de le revoir récemment parce qu'il a repris ses cartes blanches au Kings of Comedy Club. Ouais. Il est exceptionnel. Enfin, il testait des nouveaux trucs. Il disait, j'ai pas la chute, j'ai juste le début. Il essayait et sa blague est meilleure que des trucs que tu rôdes depuis des années. Ouais, mais il est très bon, Guillermo. Ouais. Mais je vais le dire parce qu'il faut que je le dise. Toutes les personnes qui sont citées ici dans les choix sont que des personnes de talent et c'est absolument pas pour dire qu'ils sont moins talentueux que l'autre. Entre Hakim Jemili et Fatidi Camara. Oh là là, qui me fait le plus rire entre Hakim et Fadili. Écoute, non mais tout est dur. Je dirais Fadili. Entre Roman Fressinet et Jo Guérin. Tu connais Jo Guérin? Mais oui, bien sûr. C'est humoriste québécois, je connais. Il a été vivement recommandé par Pierre-Bruno Rivard dans son épisode aussi. Ah oui, ils sont très potes, ouais. Écoute, Jo, j'ai pas vu son spectacle, donc je dirais Roman Fressinet. Mais bon, c'est comme les autres questions, j'adore Jo Guérin aussi, hein. Il me fait beaucoup rire. J'avais joué avec lui à Bruxelles l'année dernière. Avec Jo Guérin? Ouais. Ah ok, je savais pas qu'il était venu en Belgique. Et ben en fait, il est venu en France un mois et il avait envie d'aller en Belgique et je lui dis bah vas-y, tu sais quoi, on essaye d'y aller ensemble et vois si on peut jouer au Kings of Comedy Club. Et j'avais appelé Cédric et il nous avait filé un créneau, donc on avait joué un soir, ou même 2 soirs je crois, je sais plus, au Kings of Comedy, ouais. Il avait kiffé d'ailleurs. Ok, ben la prochaine fois envoyez-moi un message, hein, parce que moi j'ai raté ça. Eh ben oui, et il avait beaucoup aimé le public belge. Plus que le public français. Et toi, comment t'avais senti le public belge? Ah bah mais moi j'y ai joué plusieurs fois au Kings of Comedy, c'est un peu la maison quoi. Moi je les aime bien. Après le Kings of Comedy Club c'est un peu différent parce que les gens ils savent pas forcément qui ils viennent voir et des fois ils viennent pour un événement je me demande si ce soir-là il y avait pas un enterrement de vie de jeune fille, mais tu vois des fois ils viennent pour des événements donc ils viennent voir un spectacle, ils savent pas quoi, mais le public belge est hyper cool. Mais ouais, moi le Kings of Comedy Club, je trouve que c'est mon endroit préféré dans le monde pour jouer. C'est entre Mike Ward
et François Bellefeuille. Mais alors, Mike Ward, moi j'ai pas vu beaucoup de trucs. Il est très très drôle, mais j'ai pas vu beaucoup de trucs. Et j'ai vu le spectacle de François, donc je vais dire François là. De ce que j'entends de Mike Ward, je sais qu'il est ouf, le gars. Mais ouais, je dirais François Bellefeuille. Parce que j'ai pas vu son spectacle. Bah, si tu veux voir un spectacle complet, il en a un sur YouTube, Mike Ward. D'accord, ok. Et dernier choix entre Virginie Fortin et Yacine Bellous. Bah, je dirais Virginie Fortin. Mais vraiment, toutes les questions, j'avais pas du tout envie de faire de choix, sache-le. Mais ça se voyait. Vous n'avez pas l'image, mais à chaque question, tu avais une tête de... Pourquoi Bah oui, parce que là, c'est pareil. Yacine Bellous, j'aime tellement ce qu'il fait. En plus, il fait de l'humour absurde et j'adore ça. J'adore ça. Il a aussi bossé un peu avec Eddie Izzard et Eddie Izzard, j'adore ce qu'il fait. Il y a tellement des bons. Mais voilà, merci énormément d'avoir accepté de faire le podcast. Et bah avec plaisir. Et j'espère à bientôt quand tu reviendras en Belgique ou moi qui viendrai à Paris. C'est possible aussi. Et bah oui, tu me diras. Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.